Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, et comme je le disais, 8h50, déjà 8h51 sur Studio Kalita, lors de la revue de la presse et des médias israéliens. Et ce matin, on peut dire que le Israël Hayom mentionne ce matin en première page, c'est le seul quotidien qu'il fait de manière ouverte, le 25e anniversaire des accords d'Oslo, signés sur les pelouses de la Maison-Blanche à Washington, le 13 septembre 1993. Nous en avons parlé dans le débat que nous avons diffusé il y a quelques instants. À cette occasion, le journal sous la plume d'Amnon Lord, son éditorialiste principal, tente de détailler les raisons de l'échec de ce processus de paix d'Oslo. Pour Lord, la raison majeure de cet échec a été le mépris par la gauche israélienne de l'idéologie de l'OLP qui n'a jamais renoncé, en particulier au droit au retour des Palestiniens. Mais Amnon Lord écrit que même 25 ans plus tard, la gauche israélienne refuse de parler de ce danger. Lord titre en son éditorial ce matin « Un quart de siècle de naïveté ». Il affirme que jamais les Palestiniens de l'OLP n'ont abandonné leur rêve de reprendre le contrôle de la Palestine mandataire et que ce sont les artisans d'Oslo qui ont donc légitimé l'OLP, ce qui représentait, selon lui, l'une des causes majeures donc de l'échec de ce processus. Le Maariv lui révèle de nouveaux extraits du livre best-seller de Bob Woodward, le célèbre journaliste du Washington Post qui avait découvert l'affaire du Watergate dans les années 70. Ce livre, vous le savez, il s'appelle « Peur, Donald Trump à la Maison-Blanche ». Dans cet extrait, on découvre la vie d'expert de l'un des conseillers du président américain, Derek Harvey, qui était à l'époque l'année dernière, membre du Conseil de sécurité nationale. Celui-ci a affirmé que le Hezbollah disposerait de plus de 150 000 missiles qui étaient pointés en direction du territoire israélien et que l'État hébreu, en dépit de ses systèmes de protection de missiles antimissiles, flèches, dômes de fer et fronde de David, ne pourrait pas faire face à des tirs incessants donc, du Hezbollah en direction de son territoire. Le conseiller Derek Harvey aurait expliqué qu'en 2006, au moment de la Seconde Guerre du Liban, le Hezbollah ne disposait que de quelques 4500 missiles et qu'il avait donc considérablement augmenté au cours des 12 dernières années sa capacité de feu grâce à l'Iran, qui lui verserait chaque année $1 milliard de fonds. Toujours selon Harvey, le Hezbollah posséderait quelques 45 000 combattants salariés payés donc par l'Iran, et il y aurait dans les structures du Hezbollah des officiers et des gardiens de la révolution iranienne. Le Times of Israel, dans sa version française et également en anglais, souligne que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a accusé hier l'Europe de complaisance envers l'Iran et il s'est en même temps félicité de la décision du président Trump de fermer la représentation diplomatique de l'OLP à Washington. Benjamin Netanyahou a tenu ses propos en ouverture du Conseil des ministres qui s'est tenu hier, donc mercredi, en raison bien entendu des fêtes de Rosh Hashanah. Pour Benjamin Netanyahou, le monde entier doit s'unir. Si le monde entier doit s'unir contre la menace de l'État islamique, eh bien, il doit également le faire face à la menace iranienne. Il est inacceptable, a dit le Premier ministre, que les dirigeants européens se réconcilient avec l'Iran alors que des cellules terroristes iraniennes entendaient commettre en Europe même des attentats que nous, Israéliens, avons déjoués. Le Israël Hayom se fait l'écho ce matin d'un coup dur pour le BDS aux États-Unis. L'opposition au sionisme sera considérée comme de l'antisémitisme par les autorités américaines et en particulier par le département des droits du citoyen au sein du ministère américain de l'Éducation nationale. Cette décision est importante car elle va permettre de lutter plus efficacement contre certains positionnements de plus en plus radicaux et anti-israéliens de certaines universités américaines. Ainsi, les instances américaines ont décidé apparemment de rouvrir une enquête qui avait débuté il y a 7 ans pour antisémitisme sur le campus de l'université du New Jersey. Le Haaretz lui révèle ce matin qu'une juive américaine militante d'extrême gauche n'a pas été autorisée à entrer en Israël en dépit du fait qu'elle avait l'intention d'étudier dans un séminaire. Motif, Judy Weinberg Connor, c'est son nom, aurait l'intention de profiter de son séjour en Israël pour manifester contre la démolition du village bédouin de Khan el-Ahmar dans le désert de Judée, une démolition qui a été décrétée par la Cour suprême la semaine dernière, dont nous avons parlé dans les titres tout à l'heure. Le Haaretz explique qu'après son intervention directe auprès des autorités israéliennes,
et celle de plusieurs députés Meretz, Judy Weinberg a été finalement autorisée à entrer en Israël. Le Haaretz rappelle également que la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a demandé à Israël de surseoir à l'évacuation de ce village bédouin, une évacuation et une démolition des maisons du sud de ce village bédouin situé en Judée qui devrait intervenir probablement dans les prochains jours après une décision politique qui serait prise par le Premier ministre Benjamin Netanyahu et par le ministre de la Défense Avigdor Lieberman. En une du Yediot Aharonot, la protestation et la plainte d'un père, Vladimir Lobarsky, dont le fils soldat a été tué il y a 3 mois et demi par une plaque de marbre envoyée par un terroriste palestinien à partir d'un balcon d'un immeuble à Ramallah. Vladimir Lobarsky demande en première page du Yediot Aharonot pourquoi 3 mois et demi plus tard, la maison du terroriste responsable de la mort de son fils n'a toujours pas été détruite comme on le lui avait promis au sein de l'armée israélienne. Le Yediot Aharonot consacre ce matin une partie de sa une à un verdict révolutionnaire, que l'on pourrait appeler comme révolutionnaire, qualifié de révolutionnaire, d'un tribunal israélien, le tribunal de district de Jérusalem. 2 ans après qu'une jeune femme ait suivi un processus de conversion au judaïsme et ait été convertie à l'extérieur donc des instances du grand rabbinat d'Israël, le tribunal de district de Jérusalem a ordonné au ministère de l'Intérieur de la considérer comme juive, de l'inscrire en tant que telle dans les registres officiels de l'État. Le Yediot Aharonot explique en page 2 que le processus de conversion suivi par cette femme était orthodoxe et que le tribunal rabbinique qui a validé cette conversion est composé de rabbins de la mouvance sioniste religieuse qui sont en conflit, on peut le dire, avec le grand rabbinat d'Israël, au moins sur le dossier des conversions. Il devrait s'agir là d'un précédent juridique important car des milliers de non-juifs se sont convertis en Israël par le biais du même tribunal et de facto leur judaïté pourrait donc être officiellement reconnue. Le Yediot Aharonot estime également que sur le plan politique, ce verdict risque de pousser les partis orthodoxes à promouvoir au plus vite, c'est-à-dire dès la rentrée parlementaire, la loi sur les conversions qui doit contourner les décisions de certains tribunaux israéliens. C'est la manchette du Israël Hayom ce matin. Un rapport interne du ministère israélien ministère israélien de la Santé publique révèle une conclusion plutôt embarrassante. De nombreux médecins et chefs de service dans certains hôpitaux israéliens voyagent à l'étranger sur le compte de sociétés de matériel médical et ensuite ils encouragent leurs hôpitaux à acquérir du matériel pour des sommes importantes de ces mêmes sociétés. Selon ce rapport, il s'agit là d'un phénomène répandu. Raz Reznik, l'expert du journal en matière de santé publique, parle ce matin de lien entre corruption, pot de vin et vie humaine. Au sein du ministère de la Santé, on promet d'étudier les conclusions de ce rapport. Et puis nous terminerons par le site Ynet qui, dans sa page d'ouverture, révèle qu'au moins 10 femmes prétendent que l'un des porte-paroles de Benjamin Netanyahu, David Kiss, qui est le porte-parole pour la presse étrangère du Premier ministre, les a harcelées sexuellement. Il y a 24 heures, c'est une candidate démocrate au Sénat américain, Julia Salazar, qui avait accusé David Kiss d'être de harcèlement sexuel. Cela se serait produit en 2013 et donc, selon le Ynet, qui se réfère à un article du Times of Israel en anglais, une dizaine d'autres femmes, dont une journaliste du Wall Street Journal, aurait formulé le même type d'accusation en direction de David Kiss, qui a formellement démenti ces accusations et les a qualifiées de mensongères. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.